Bien, bonjour à toutes et à tous. Je me rends compte que pendant les vacances, la féminisation dans votre profession n'a pas tellement avancé. Pas de parité. Bon, parce que là, la parité est quand même... Voilà, donc en tout cas, je suis content de vous revoir pour une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, qu'on va essayer de détailler. Et puis, je pense qu'une fois qu'on aura expliqué toutes ces bonnes choses avec Marcello, on essaiera de voir les autres sujets, parce qu'il paraît que vous avez quelques questions. Je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre d'ailleurs, parce que quand on rentre de vacances, on oublie beaucoup de choses. Mais ceci étant, on restera un moment avec vous après pour lever toutes les interrogations. Donc voilà, donc nous sommes heureux d'accueillir à nouveau Marcello, qui après avoir interrogé toute la famille, a décidé de rester avec nous, ce qui est la meilleure nouvelle pour l'Olympique lyonnais. Donc Marcello a signé jusqu'en 2032. Avec une première étape jusqu'en 2021-2022, c'est ça 2021 2022 je me souviens plus. 21. Voilà. Bon, c'est une opération qui a été longue sur le plan des échanges, parce que d'une part, j'étais pas toujours présent et on souhaitait absolument que Marcello trouve à Lyon une situation qui lui convienne sur le long terme. D'une part parce que Marcello est un excellent joueur. C'était déjà une première raison. La deuxième raison, c'est que c'est aussi un garçon qui apporte et son expérience et sa maturité à tout un groupe. Et on sait que l'année dernière, on a quelquefois manqué un peu de maturité. Donc on compte sur Marcello pour apporter non seulement ses compétences de défenseur central de grand talent, mais aussi de joueurs, de leaders dans le groupe, qui permettent d'avoir un groupe sur lequel on pourra compter dans les semaines et dans les années qui viennent. Et puis la troisième raison, c'est que Bruno le voulait absolument. Donc voilà, donc à partir du moment où tous les avis convergeaient et qu'on avait besoin de matérialiser tout ceci, on s'est assez vite mis d'accord. Bon, Marcello est bien conseillé et il a aussi tenu compte, je le sais puisqu'il me l'a dit tout à l'heure, de l'avis de sa famille qui est important. Et donc on a fait en sorte que les choses puissent se concrétiser et j'en suis très heureux. Voilà. Donc ne me posez pas de questions sur les chiffres, parce qu'il n'y a pas de chiffres dans ce genre d'opération. C'est que de l'affection. Voilà, et franchement, je suis très heureux. Je lui ai dit d'ailleurs tout à l'heure que c'était la meilleure nouvelle de la journée. Il y en aura peut-être d'autres dans la journée, mais en tout cas, c'est la meilleure nouvelle de la journée de toute façon. Voilà. Bruno, tu veux dire quelque chose ? Non, simplement rajouter que moi aussi, je suis très très heureux de voir Marcello prolonger et du coup de rester avec nous pour cette saison. Pour plusieurs raisons, comme vous l'avez dit, Président, donc je vais pas les répéter, mais des raisons sportives, mais aussi des raisons extra-sportives, dans la faculté qu'il a d'être un des leaders du groupe et aussi d'avoir réussi à stabiliser notre défense. Donc c'était important pour moi de le compter parmi nous, et donc je suis très très heureux que cette prolongation ait abouti, et je vous en remercie. Voilà, puis je voulais dire aussi un petit mot à Florian, qui a été à l'initiative de la recherche et de la conclusion du premier contrat avec Marcello, pour lui dire que c'était vraiment une bonne pioche. Il y croyait depuis le début, parce que c'était pas évident. La situation d'ailleurs en Turquie n'était pas celle qui prévaut aujourd'hui, parce que c'était pas évident de quitter ce club. Et donc bravo aussi à Florian. Tu veux dire un petit mot, Florian, sur Marcello, sur tes relations avec Marcello, avec ses agents, avec Elles sont très bonnes. Elles sont très bonnes. Donc tout va bien. Voilà, donc on va demander à Marcello de dire s'il est content ou si en fait
C'est par dépit que tu as re-signé. Não, eu falo inglês. Ouais, anglais. Ouais. Non, Portugais, Portugais, oui. ouais. Eu, Reste dans ta langue natale. Pas les lunettes qui parlent portugais? Non, pas encore. primeiramente, queria agradecer a Deus, agradecer ao presidente, ao treinador, ao Floriano pela confiança no meu trabalho. Eu estou há um ano aqui e foi um ano muito bom para mim como atleta, como pessoa. Não só para mim, mas com minha família também. Então, nada mais do que justo do que continuar essa caminhada. E espero que eu possa cumprir com o meu trabalho, né, nos próximos 3 anos aí que eu estou assinando. E como eu falei com o presidente antes, quando a gente está focado, quando a gente está bem com a família, com a cidade, com os filhos, com a esposa, tudo vai bem. Então, hoje eu estou sentindo muito bem no meu trabalho, com a minha família, então espero poder corresponder o máximo que eu puder com a equipe e conquistar os objetivos que o clube e o coach tem nessa temporada. Je tiens tout d'abord à remercier le président, Dieu aussi d'abord, avant le président, Dieu, le président, le coach, Florian Maurice également, qui ont mis tous une grande confiance, qui ont une grande confiance en moi depuis le début. Je suis là, c'est vrai, depuis 1 an. J'ai vécu une très très belle année d'un point de vue sportif, d'un point de vue personnel. Ma famille se sent très très bien à Lyon. J'ai tout pour bien travailler dans ce club. Je remercie ce club. Et quand on se sent, je le disais tout à l'heure au président, en osmose avec son club, avec ses dirigeants, avec les personnes qui travaillent dans ce club, que ma famille se sent bien également dans ce club, on a tout pour être heureux. Donc je donnerai le maximum à mon équipe pour conquérir les objectifs que l'on a à atteindre. La parole est à la défense. Donc, si vous avez des questions. Marcelo, oui, c'est pas la première fois qu'on entend un Brésilien dire qu'ils sont très heureux à Lyon. Isabelle n'est sans doute pas étrangère et bien placée pour le savoir. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi vous, les Brésiliens, vous adaptez aussi bien, vous êtes aussi heureux à Lyon et à l'OL? Eu acho que o ambiente, né, que todo mundo proporciona para os brasileiros aqui é muito bom, né? Então, apesar, né, da língua ser um pouquinho diferente, mas o Brasil se adapta muito bem também com a língua. Então, acho que o Lyon, o clube, né, tem algo especial com os brasileiros e também com os defensores, né? Na história do Lyon teve grandes defensores brasileiros e espero poder fazer parte dessa estatística, né, da futura, entendeu? Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Il y a une bonne ambiance, ça c'est sûr. On a tout pour bien travailler. C'est vrai que la langue est différente, que c'est un peu difficile au départ, mais il y a, c'est vrai, quelque chose de spécial avec les Brésiliens. Alors tout va bien pour nous. Alors effectivement, il nous disait aussi qu'il y a eu de grands défenseurs ici dans le club de l'Olympique Lyonnais. Comment l'expliquer, on ne sait pas trop, mais la bonne ambiance fait qu'on peut bien travailler ici et qu'on se sente bien. Oui. Le fait que tu signes jusqu'en 2021, est-ce que ça veut dire que tu envisages de finir ta carrière à Lyon ou est-ce que tu vois encore beaucoup plus loin? Est-ce que tu estimes que tu es très très jeune encore? Ele diz que você assinou até 2021, quer dizer que vai ser o fim da sua carreira ou você se sente ainda muito bem e quer continuar mais? Não. Eu me alimento bem, procuro dormir bem, procuro treinar o máximo que eu posso para estar bem fisicamente. E, como eu te falei, se minha cabeça estiver bem, com minha família, tudo está indo bem, então não tem por que parar de jogar. Eu quero cumprir esses anos de contrato, se Deus me permitir. E quem sabe continuar minha carreira mais 2, 3 anos aí depois. E depois vamos ver o que vai acontecer. Mas eu estou me sentindo como 18 anos, então não tem problema nenhum. Moi, je me sens comme quelqu'un qui a 18 ans encore. Je dors bien, je m'alimente bien, je n'ai aucun problème, j'ai une hygiène de vie parfaite. Donc si ma tête va bien, si ma famille aussi, moi je me vois bien encore continuer 2-3 ans après ce fameux contrat jusqu'en 2021. Et si Dieu me le permet également. Marcelo, qu'est-ce qui t'a rassuré peut-être dans le discours du président et du staff sur le fait de rester à Lyon? Parce qu'à un moment donné, peut-être tu te posais des questions. Qu'est-ce qui t'a fait vraiment dans tes réflexion, penser rester à Lyon?
Entendi. O que é que fez que você decidiu realmente ficar aqui no Olympique Lyonnais? Talvez você tivesse outras oportunidades. Sim. Qual foi a coisa que fez com que você decidiu ficar cá? Primeiramente, o ambiente que proporciona para o atleta aqui, né, de fazer o bom trabalho, de fazer o máximo para evoluir, né? Eu, mesmo com 31 anos, no ano passado estou com 30 anos, eu também evolui muito depois que eu vim para cá. E acredito que também o ambiente fora do clube, né, a cidade, as escolas, né, que meus filhos estão estudando, minha esposa vem fazendo amigos, então Lyon é uma das cidades que eu morei, que eu moro, na verdade, que eu me sentindo mais bem. Então, quando você está se sentindo bem, não tem por que você mudar, né, de ambiente. Então, eu tô muito contente aqui. Alors, l'ambiance ici, on a tout pour bien travailler, on a tout pour bien évoluer. En fait, même à 30 ans, c'est l'année qui vient de s'écouler, j'ai encore évolué, j'ai encore progressé. Alors, il n'y a pas simplement l'ambiance, je vais vous parler de la ville, que j'adore, les écoles, très bonnes écoles que j'ai trouvées pour mes enfants. Ma femme se sent bien, elle a de nombreux amis aujourd'hui. Lyon est la ville dans laquelle j'ai le mieux évolué, dans laquelle je me sens le mieux depuis que j'ai commencé ma carrière. Quando a gente tem filhos, a gente pensa também na família, né? Então, a família tem um peso importante e minha esposa está feliz de estar aqui, então eu estou contente se eles estão contentes também. Si ma famille est contente, si elle est heureuse, je suis heureux. Et c'est vrai que mes enfants vont bien, ils se sentent bien à l'école, ma femme est vraiment heureuse dans cette ville. Et c'est important lorsqu'on joue d'avoir sa famille qui est heureuse aussi. Bonjour. Il y a un nouveau joueur qui est arrivé en défense centrale, Jason Deneyer. En attendant tu joues pour la première fois avec lui vendredi ou plus tard. Quelles sont tes premières impressions sur les quelques séances d'entraînement que tu as pu avoir avec lui? Jason, eu joguei contra o Jason na Turquia e ele mostrou ser um grande jogador, apesar de jovem, um jogador que já tem experiência de grandes clubes, né? Então, eu estou muito feliz de ter vindo para cá, de estar nos ajudando, né? E claro que é sempre bom ter um grande jogador para estar fortalecendo a gente defensivamente, né? Tanto ele quanto o Morel, quanto eu, né? E quanto os mais jovens também. Vamos fazer de tudo para que a gente possa estar exercendo o nosso trabalho ali e dando o melhor dentro de campo, né? J'ai joué contre lui en Turquie. En dépit de sa jeunesse, de son jeune âge, il a déjà évolué dans de grands clubs. Donc je suis très heureux de sa venue. Il va nous apporter beaucoup d'aide. Il va renforcer notre équipe au niveau de la défense avec Jérémy Morel et tous les petits jeunes qui sont aussi en défense. Et j'espère qu'il va nous apporter tout ce dont on a besoin pour continuer à bien défendre. D'autres questions? On peut passer au maillot. Ouais. Merci. Pierre, tu peux baisser les micros s'il te plaît. On fait les caméras en premier? Ouais, ça dérange pas, Steph? Non, pas de souci. J'avais pas vu sa petite page. Bonjour, Steph. Oh putain, il va. C'est jaune. Allez bosser là. Je peux passer de l'autre côté? Attends, moi je voudrais faire. Hyundai. C'est bon? On peut faire les photos. On peut en faire avec dans le sens du maillot. L'ordre. Et de l'autre côté? Super. Marcel. Merci.
Au revoir. Bien, donc là, moi, j'ai pas d'autre chose à vous dire spontanément. Par contre, je veux bien répondre avec Bruno et Flo à vos interrogations qui, je le sais, peuvent concerner la situation de notre attaquant Mariano. Voilà, mais je préfère qu'on réponde à vos questions et bon, comme on est tous les trois à décider, plus Vincent qui est là aussi, bon, ça évite d'avoir des positions qui peuvent être interprétées différemment. Bon, on essaye de jour et nuit de faire avancer les choses. Voilà, mais on est là pour répondre à vos questions. Justement par rapport à Mariano, on comprend que vous étiez prêt à le libérer en cas de remplaçant. Où est-ce que vous en êtes et est-ce que Moussa Dembélé est votre piste prioritaire et où est-ce que vous en êtes avec lui aujourd'hui? Alors, bon, tout d'abord, concernant Mariano, donc les choses ne se sont pas passées comme on l'imaginait. Bon, je rappelle qu'il y a 15 jours, 3 semaines, Mariano souhaitait absolument partir et nous avait dit être en contact avancé avec le Real Madrid. Et quand j'ai appelé directement Florentino Pérez, puisque ça s'est passé comme ça, lui-même m'a dit non, il n'est pas dans le spectre des joueurs que nous souhaitons recruter. Son agent a indiqué qu'il accepterait éventuellement de pouvoir être remplaçant dans l'effectif de Madrid. Donc voilà, donc considérez que nous, on n'a pas fait de démarche vous concernant pour recruter Mariano. Voilà. Deuxième étape, Mariano a continué de dire qu'il voulait absolument partir. Bon, Bruno vous confirmera les choses. Bon, pas si simple que ça de faire cohabiter tout ce petit monde à l'intérieur du club. Et donc, on a écouté quand même les propositions. On n'est pas du tout allé chercher. Mariano, pour nous, était le joueur dont on avait besoin et qui correspondait à ce qu'on souhaitait. Bon, ceci étant, il ne peut pas prétendre être comme tous les autres attaquants qui sont tous de haut niveau, titulaires à chaque match. Donc, voilà, et l'offre de Séville est arrivée sans qu'on l'ait sollicité par l'intermédiaire des agents. Et à un moment donné, on s'est concerté tous les quatre avec Vincent qui est là et même Gérard Houillet. Et on a dit, bon, garder un joueur contre son gré, c'est probablement une mauvaise préparation pour une saison saine et avec des relations unifiées entre les joueurs. Donc voilà, donc on a négocié et puis on est tombé d'accord avec Séville. Et vous le savez, puisque je crois qu'on l'avait évoqué, il n'y avait pas du tout de... la clause qui nous liait au Real de Madrid est une clause de match-up. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité, quand on a trouvé un accord avec un autre club, de pouvoir s'aligner dessus. Voilà, donc c'est la seule clause qui existait et on n'imaginait pas que cette clause puisse être levée. Et en fait, hier, le Real Madrid nous a indiqué que ça les intéressait. Bon, dans un premier temps, je crois que Marcelo était plus ou moins satisfait. Et puis dans un deuxième temps, quand l'entraîneur de Madrid l'a appelé pour lui expliquer le sens de leur démarche, je crois que ça lui a convenu, quoi. Donc voilà, donc on négocie actuellement. Il n'y a pas de décision de prise parce que bon, c'est un petit peu compliqué. Il leur restait 35% du joueur, enfin du moins de la plus-value sur une revente éventuelle. Est-ce qu'on est dans le cas d'une revente? Oui, probablement, puisque c'est Séville qui avait fait une offre. Est-ce que bon, enfin, il y a quelques questions de base à se poser. Voilà, et donc pour nous, on va laisser partir Mariano.
sous réserve qu'on se mette d'accord et qu'il puisse passer une visite médicale. Voilà. Alors, la contrepartie de la question, c'est de savoir, est-ce qu'on a le remplaçant? Ben, on y travaille, mais on ne l'a pas aujourd'hui. L'idée, c'est vous allez finaliser l'accord une fois que vous avez un remplaçant? Ou c'est concomitant? Ce sera concomitant parce que les choses à 2 jours de la fin du mercato sont très compliquées. Même quand on a 30 ans d'expérience dans la gestion des transferts, on ne résout pas les problèmes à 2 jours près de manière facile. Et donc les opérations sont très complexes. Voilà. Bon, l'idée c'est d'avancer le plus rapidement possible quand l'opération se fera avec Madrid pour qu'on ait une solution de rechange. Moussa Dembélé s'est entraîné avec le Celtic. Je vous entends pas. Moussa Dembélé ne s'est pas entraîné avec le Celtic ce matin. Son entraîneur a expliqué qu'il était en contact avec un club qui avait déclaré son intérêt, avec lequel il discutait. On imagine que c'est Lyon, évidemment. J'ai vu dans la presse que ça pourrait être Marseille aussi. Ouais. Lyon, c'est plus compliqué avec Marseille. Pas la même surface. Je l'imagine. Où vous en êtes dans les négociations avec Moussa Dembélé et est-ce que il figure comme votre priorité? Non, mais on ne peut pas rentrer dans le détail. C'est vrai qu'on est intéressé, c'est une des pistes qui nous intéresse, il y en a d'autres. Donc on est rentré en contact avec le joueur. Le courant est, je crois, bien passé. Lui, il est intéressé. Après, à 2 jours de la fin du mercato, évidemment, c'est compliqué pour le club qu'il détient, même s'il s'est fait éliminer de la course à la Champions League. Donc voilà, donc on discute sérieusement. C'est difficile de le lâcher à n'importe quel prix. On imagine que... Et puis le Celtic vous voit venir, quoi. Vous avez beaucoup vendu. Ouais. Et comme vous savez, les Écossais ont déjà une grande spécialité de la gestion extrêmement ferme de leur denier. Et là, en plus, on tombe sur un sacré client, parce que Peter Lowell, qui est le patron du Celtic, qui est avec moi au bureau de l'ECA, je le connais très bien. Et même quand il défend l'intérêt des autres, il est très difficile. Donc quand il défend ses intérêts, c'est compliqué. C'est une sorte de bulldog qui négocie après avoir jappé. Non, ne le redites pas, hein, ça. Il serait vexé alors que c'est un bon copain. Hein. C'était la journée du chien en plus avant-hier. Non, c'est un super mec et très difficile dans la négociation, donc voilà. Maxwell Cornet, c'est invité à l'entraînement. Oui, il était sur la photo officielle. Et on dit qu'il y a quelques indications qu'il irait du côté de Wolfsburg. J'ai pas les mêmes informations, mais bon, tout est possible jusqu'à la fin du mercato. C'est une question de somme ou de la volonté, elle est là de le céder? Quelle est votre philosophie? Non, mais bon, c'est la même chose que Mariano, c'est-à-dire que ça arrive à la fin. Lui aussi a des envies, mais beaucoup moins nettes, beaucoup moins franches que d'autres. Donc voilà, donc c'est difficile, quoi. On peut envisager le départ de 2 attaquants ou voilà, ça relève de l'impossible? Non, mais on peut tout envisager. S'il y a des solutions de rechange, oui. Justement, Pépé, est-ce que c'est une liste qui peut aboutir d'ici vendredi? Je sais pas, il faut lui demander. Vous lui avez demandé? Pour le moment, on a avancé avec son club. Lui, je sais pas, peut-être demander à Christophe Galtier ce qu'il en pense. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites avancer avec le club? C'est que proche d'un accord, qu'un accord est possible d'ici à vendredi? Je pense qu'un accord pourrait être possible d'ici vendredi avec le club, sous réserve que le joueur puisse être intéressé, ce qui aujourd'hui, à ma connaissance, n'a pas été confirmé. Aujourd'hui, on sait qu'il voudrait des garanties, peut-être les titulaires à Lille, progresser à Lille. Est-ce qu'aujourd'hui, un joueur qui demande des garanties de temps de jeu, c'est compliqué à recruter? Enfin, je pense que... Bon, je ne sais pas si la question s'adresse à Jean-Michel Aulas ou à Bruno, mais bon, moi je serai à la place de Bruno. Je dirais que l'objectif, c'est d'avoir le plus de titulaires potentiels.
Puis après, ça lui revient de choisir à l'issue des entraînements. Voilà, mais quand vous avez la possibilité de jouer la Champions League et le podium du championnat de France, je pense que c'est des motivations qui sont suffisamment grandes pour intéresser un joueur de talent. Ou alors peut-être qu'il n'a pas suffisamment confiance en lui, ce que je ne pense pas. C'est une façon de le piquer et de l'inciter à venir relever le challenge. Moi, j'aimerais bien qu'il vienne. Tout le monde aimerait bien. Hein. Toutes les personnes qui sont là sont favorables. Maintenant, voilà. Justement, Bruno, qu'est-ce qui te plaît dans le savoir-faire de Nicolas Pepe? Beaucoup de choses. C'est un attaquant avec des qualités modernes. Qualité de vitesse, de percussion, capable d'éliminer, capable de marquer des buts, capable de faire des passes décisives, capable d'évoluer à plusieurs postes. Donc pour nous, ça serait un renfort évident. Maintenant, on a beaucoup de matchs et on a besoin de joueurs. On a perdu Amine malheureusement sur blessure. On a perdu Miziane qui est parti à Nice. Il y a de grandes chances que Mariano parte au Real Madrid. Donc on a aussi besoin d'avoir des joueurs qui viennent remplacer ces joueurs qui sont partis. Et Nicolas fait partie des joueurs qu'on a ciblés avec Florian, enfin surtout Florian au départ. Comme on travaille tous les jours de concert, on est complètement d'accord sur son profil pour venir renforcer l'attaque lyonnaise. Justement, est-ce que tu considères qu'il te faut absolument 2 joueurs offensifs d'ici à la fin du mercato? Tout dépend de ce qui se passe d'ici la fin du mercato. S'il y a 2 départs, oui. S'il n'y a qu'un seul départ, un seul joueur suffit. Nous, en considérant tes différentes options et considérations tactiques, aujourd'hui, s'il y avait un choix à faire entre un des 2 joueurs prioritaires ciblés par le club, est-ce que tu préférais un profil plutôt axial, celui de Moussa Dembélé, ou plutôt celui de Nicolas Pepe, qui est plus un joueur de côté? Les 2 profils me conviennent et suivant le profil qu'on fera, on adaptera après pour le 2e joueur qui serait qui viendrait éventuellement à Lyon. Mais pour l'instant, Maxwell est toujours là. Donc si on n'a qu'un seul départ, à savoir Mariano, on ne prendra qu'un seul joueur. Voilà. Donc ça signifie bien qu'il ne peut pas y avoir 2 arrivées pour un départ, par exemple. Non. C'est vraiment du... Non, je l'ai dit. S'il y a un départ, il y aura une arrivée. Enfin, c'est ce que je souhaite. S'il y a 2 départs, je souhaite qu'il y ait 2 arrivées. Puisqu'on a déjà, je vous l'ai dit, perdu Miziane, enfin vendu Miziane à Nice, et perdu malheureusement Amine sur blessure, pour un moment assez important. C'est pour ça qu'il aurait pu y avoir une arrivée supplémentaire par rapport au départ. C'est ce que je voulais dire. Non, parce que c'était prévu dans le tableau de bord qu'on avait fixé en début de saison de vendre 2 attaquants, puisqu'on avait beaucoup de joueurs à ce poste-là, on en avait 8. Aujourd'hui, on risque d'en vendre un 3e, voire un 4e, donc à partir de là, il faut compenser les départs. Et à l'époque, quand on avait imaginé le début de l'organisation future, Nabil était pratiquement parti, quoi. Et donc c'est pour ça que ça me permet de faire un correctif sur ce que des fois j'entends dire. Quand Nabil a décidé de rester, et on lui a laissé la porte entrouverte. Hein. On voudrait tuer le canard qui laissait penser que Chelsea serait intéressé à lui. Nous avons eu aussi bien Florian que moi-même, les dirigeants de Chelsea. Il n'y a pas eu du tout d'intérêt, donc la porte est refermée. Donc à partir du moment où Nabil, et on est très heureux qu'il soit là parce qu'il est champion du monde et c'est probablement notre meilleur joueur, on a décidé de changer. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pris le milieu qu'on pensait prendre, voilà, pour lequel on avait aussi très avancé. On remercie Florian de l'avoir fait, et qu'on s'est reposé la question différemment. Après, il était prévu de faire un défenseur central. Il a été fait. C'est pas celui qui avait été ciblé en premier, mais non pas parce qu'on n'a pas voulu mettre l'argent, c'est que Benfica n'a pas voulu le vendre du tout. Donc c'est même pas une question d'argent, c'est que la porte s'est fermée. Voilà. Et on est très content d'avoir Jason. Bruno vous le redira. Il avait fait partie des joueurs qu'on avait ciblés il y a 2 ans et 3 ans. Et voilà. Donc pour le moment on est parfaitement en ligne. Je rappelle aussi qu'on avait fait Martin Terrier justement à l'intersaison pour permettre d'être à l'aise dans la discussion. Alors même si
la fin du mercato est tendue, et je remercie et Bruno et Florian qui, avec Vincent, ils travaillent en permanence. Même si c'est tendu, ça se fait en parfaite interaction. On vient de... Bon, je suis rentré ce matin pour la photo officielle. On s'est eu, je sais pas, peut-être 10 fois avec Bruno et Florian hier dans la journée, une partie de la nuit. On a redéjeuné ensemble. Donc tout ceci se fait de manière extrêmement soudée et de manière... alors ceci étant, les itérations, des fois, amènent à des solutions qui sont un peu différentes. Parce que d'une part, il y a des solutions qui n'existaient pas, qui arrivent, et puis des solutions qui pouvaient exister, qui disparaissent. Donc c'est itératif, c'est pas qu'on change d'avis. Donc je voudrais quand même dire que, bon, c'est vrai qu'on a fait des ventes, mais on n'a surtout pas fait la vente de Nabil qui était prévue à 60 millions d'euros. Donc quand j'entends dire qu'on s'en est mis plein les poches, etc., non, on a fait du bon travail grâce à un excellent centre de formation, grâce au réseau de relations de Flo, l'excellent négociateur qui est Vincent. Mais bon, voilà. Et on cherche à renforcer l'équipe. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va prendre un joueur ou qu'on ne va pas le prendre, c'est avec l'idée soit que l'équipe en interne soit encore plus unie. Et je pense que quand Memphis apprendra qu'il a plus de chances de jouer demain avant-centre qu'hier, il va être content. Et ça rentre aussi en ligne de compte dans nos réflexions. Moi, je dis ça, c'est pas moi qui décide, et c'est Bruno, mais j'essaye de vous faire comprendre que c'est pas si machiavélique qu'on peut l'imaginer, ou aussi, voilà, il y a la qualité des joueurs, leurs spécifications individuelles, et puis après, il y a l'alchimie qui permet d'emmener tout le monde. Et le fait que, vous voyez, Marcello s'engage et soit aussi positif, c'est une vraie victoire pour tout le monde. Parce que de la même manière que en début de mercato, on était sollicité pour Tanguy Ndombele pour qu'il s'en aille, pour que Oussem, voilà, bon, j'ai une liste de tous les joueurs qui ont soit re-signé, soit qui sont en train de re-signer. Et un mercato, c'est quelquefois aussi de savoir résister à des offres de 50, 60, 70 millions. Et ça, faut pouvoir le dire, parce que actuellement, il n'y a pas beaucoup de clubs qui sont capables de le faire. Et nous, on est en train de pouvoir. Dernière, j'avais posé la question à Florian, savoir s'il irait ce soir à Salonique superviser une dernière fois William Diaz. Est-ce qu'en cas d'élimination on le voit qu'il est ici, et ça va être un petit peu compliqué de prendre un avion privé, on y va au coup d'envoi. Est-ce que si élimination du Benfica il y a ce soir, une possible relance du dossier pour avoir lieu demain matin? On le fera par acquis de conscience, mais je connais la réponse. Bon, vous savez, le joueur était prêt à venir parce qu'on a vu des contacts très, très chaleureux depuis la Coupe du Monde. Et après, et à tous les niveaux, le président, à un moment donné, a dit non. Son agent, qui est un des meilleurs agents sur le marché, a tout fait pour que ça se fasse, et le président a dit non. Bon, entre-temps, il a re-signé, donc il a obtenu ce qu'il souhaitait. Bon, on retéléphonera, enfin, je suppose, s'il ne se qualifie pas, ce qui est possible, puisque le match aller n'est pas si évident que ça. Mais ceci étant, aujourd'hui, on est passé à autre chose, et on est plutôt dans la résolution du potentiel offensif, en essayant, tout en perdant des très bons joueurs, de faire plus avec de nouveaux joueurs. Président, quel peut être le montant du transfert de Mariano? Quel peut être le montant du transfert de Mariano? 33 millions. 33 millions. Ouais. Bon, les 35%. Dont 3 millions de bonus, mais qui du coup vont être quasiment acquis, parce que c'était sur l'hypothèse de se qualifier en Europa League ou en Champions League. Donc pour Madrid, c'est moins difficile que pour Séville, du coup. Voilà, moins les 35% de la plus-value. Et on l'avait acheté 8. Des départs de joueurs qui étaient de complémentaires, vous aviez peut-être envisagé celui d'un troisième latéral droit, celui de Jordan Ferry, de Napou. Ouais, bon, ceci étant, ça n'a pas avancé, ni côté latéral droit. Bon, ceci étant, on a eu la blessure aussi de Marsal qui a fait que on est bien content d'avoir des latéraux qui peuvent jouer à droite ou à gauche. Donc voilà, et on ne prendra aucun risque, je crois l'avoir déjà dit certains d'entre vous, sur l'effectif, parce que on veut que l'équipe soit bonne, et
et qu'elle ne soit pas sensible à des blessures éventuelles comme on a eu avec Amin Gouiri en fin de mercato. Est-ce qu'au niveau défenseur central, un autre dossier que Ruben Dias peut éclore d'ici vendredi? Pas à ma connaissance. Non plus. Non plus. Pour le poste de latéral droit, il y a quand même une problématique qui se pose. Il y a 3 joueurs qui peuvent évoluer à ce poste. Il y a une logique sportive. On voit que Raphaël était titulaire la semaine dernière après être rentré en jeu contre Reims. Kenny Tété ne figure plus sur la feuille de match. Il y a aussi une logique contractuelle. Il reste moins d'1 an de contrat à Raphaël. Aujourd'hui, quels peut être les critères qui pourraient trancher vers une sortie d'ici à vendredi soir? Bon, déjà, la priorité sportive, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, est évidente. C'est-à-dire que c'est Bruno qui nous dit, après discussion, voilà dans quel ordre je mets les joueurs. Après, il peut y avoir des considérations médicales qui peuvent rentrer en ligne de compte, parce que, voilà. Et puis après, les choses peuvent évoluer, parce que des joueurs qui sont moins bons à un moment donné peuvent redevenir très bons. Là, on n'a pas d'offre officielle pour les 3 ou les 2 latéraux dont vous avez parlé, droit. On a eu une offre pour un latéral gauche, mais qui était blessé. Donc voilà. Mais c'est la logique sportive et la demande de Bruno qui restera en priorité. Comment on prépare un match pour ces conditions? C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, mais on est habitué. Les mercatos, et notamment les fins de mercato, on a l'habitude de vivre ces moments-là, d'être très souvent ensemble, même si le restant de la saison, on y est aussi assez souvent, de rester très tard au téléphone, ou même, ça nous est arrivé de rester très tard ici le dernier jour du mercato, donc on est habitué à ça, mais c'est vrai que c'est difficile, surtout pour les joueurs qui sont peut-être en instance de départ, voilà, mais c'est beaucoup dans l'échange, beaucoup la discussion aussi qui fait qu'on arrive à garder une motivation nécessaire pour bien préparer le match de vendredi. Ou le président d'ailleurs. Concernant des joueurs qui ont moins de temps de jeu, ou pas du tout pour certains, comme Olivier Kemen ou Christopher Martins-Pereira, quel est leur avenir? Est-ce que c'est toujours au club? Est-ce qu'ils vont trouver preneur? Ce sont des joueurs qui sont amenés à être prêtés. Je suis très satisfait de la préparation de Christopher. Je pense que pour lui, cette saison, ça sera difficile d'avoir du temps de jeu chez nous, ou peut-être trop peu de temps de jeu par rapport à son âge et sa marge de progression. Donc il me semble qu'il est préférable de le prêter de nouveau dans un club certainement de Ligue 2 pour qu'il s'aguerrisse. Et c'est un prêt, il y a différentes sortes de prêts. Pour moi, il y a le prêt pour un joueur qui est trop limité pour jouer chez nous. Et puis il y a le prêt pour voir l'évolution du joueur et éventuellement le récupérer la saison d'après pour qu'il vienne faire partie complètement de notre effectif. C'est dans cet état d'esprit-là que je suis avec Christopher. Concernant Olivier, il est beaucoup plus en difficulté puisqu'il ne fait pas partie du groupe d'entraînement professionnel. Il s'entraîne avec la Pro 2. Donc je pense que dans son intérêt personnel, c'est mieux aussi pour lui de trouver une solution. Maintenant, je sais qu'il y a eu des échanges, des contacts, mais je ne suis pas au courant de l'évolution des derniers dossiers. Il reste combien de temps, Christopher? 2 ans? 3 ans? 2 ans. 2 ans de contrat. On a vu qu'il était ce matin sur la photo officielle. Est-ce que ça veut dire que son départ en Turquie est avorté? Ça y ressemble. Il a refusé un accord qu'on avait avec le club en question, où on lui apportait toute garantie. Voilà, bon, et je pense qu'il a hésité et apparemment, pour le moment, il reste. Voilà. Florian, est-ce que tu peux nous parler un peu de Moussa Dembélé qui sévit dans le championnat écossais? Un Français un peu plus difficile, même s'il a beaucoup marqué avec les espoirs et beaucoup joué en équipe de France Espoir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur lui, sur son profil, sur ce qui te plaît chez lui? C'est un attaquant de pointe. Vous le connaissez certainement aussi. Vous l'avez évolué, que ce soit en Champions League avec le Celtic ou avec les Espoirs. Voilà, c'est un profil de neuf, solide, puissant,
un joueur qui pèse sur les défenses et qui est surtout aussi capable de marquer des buts. Bon nombre de buts, même s'il en a marqué beaucoup en Écosse et que le championnat est différent. Je pense qu'il a montré aussi, en Champions League notamment, sur certains matchs, qu'il était capable d'en marquer. Voilà, le profil, c'est de l'attaquant, c'est le 9 type, quoi. Le 9 type. On a la chance qu'il soit français aussi, ça peut être aussi un avantage. Important pour la communication avec les autres, si jamais il doit être amené à arriver. C'est un joueur qui rentre parfaitement dans ce qui a été fait ces dernières années, c'est-à-dire un joueur, un international français espoir, un joueur avec une marge de progression importante. C'est ça aujourd'hui la marque de recrutement prioritaire de l'Olympique Lyonnais. C'est pas le critère, il n'est pas dire on prend un espoir. Le critère premier, c'est est-ce que c'est un joueur qui peut apporter à l'Olympique Lyonnais. C'est la priorité. Après, s'il est international espoir français ou étranger, ou pas espoir du tout, ou plus jeune que espoir, moi ça rentre pas dans mes critères de choix. Les choix ils sont faits avec Bruno sur le profil des joueurs qu'il souhaite avoir dans son équipe et qui lui permettront d'atteindre les objectifs. Il correspond, en tous les cas ce profil-là pourrait correspondre en tous les cas aux joueurs qu'on a identifiés. Il n'est pas évidemment le seul dans ce cas-là, heureusement. Quand on travaille dans le recrutement, on ne peut pas avoir qu'une seule cible, sinon si la cible elle saute, malheureusement il faut avoir d'autres armes. Donc aujourd'hui, voilà, le joueur appartient à un club. Le club aussi a le droit de dire non, donc à nous de travailler si on est tous d'accord sur ce dossier-là, et on l'est, entre guillemets. Après, c'est de trouver des solutions, mais comme je le dis, il n'est pas non plus le seul. Les autres pistes, on sait que Marcelo, qui a prolongé aujourd'hui, a les mêmes agents que Memphis Depay, mais aussi Dolberg, qui était un joueur qui était dans votre viseur la saison dernière. C'est un profil qui peut aussi ressembler à ce que vous recherchez. Est-ce que la piste Dolberg a pu être relancée aujourd'hui à travers vos discussions avec les représentants de Marcelo? C'est à moi que tu poses la question. Celui qui veut répondre. Non, c'est Florian qui va répondre. Oui, Dolberg, c'est un joueur qu'on avait suivi notamment la saison dernière. C'est un peu le profil de Moussa Dembélé. C'est un neuf, je ne vais pas dire à l'ancienne, mais c'est costaud, c'est solide, ça marque des buts. Maintenant, son club s'est qualifié pour la Champions League hier, donc ça risque d'être plus difficile. Président, justement, la Ligue des Champions, le tirage au sort est demain. Au niveau plus global, au niveau économique, en quoi cette année, avec le mercato que vous avez fait, et économiquement parlant, c'est un plus cette année la Ligue des Champions? C'est toujours un plus d'être en Champions League par rapport à l'Europa League. Cette année, c'est la nouvelle organisation du format de Champions League. Donc avec pour la distribution en France un nouvel opérateur. Et ça coïncide avec une évolution significative des revenus, de l'ordre de 30% en moyenne par rapport aux années précédentes. Donc c'est beaucoup. Mais c'est aussi lié à une réforme structurelle, puisque maintenant les revenus ne sont plus liés uniquement à ce qui était le cas avant, c'est-à-dire au marché par pays, et des revenus qu'apporte chaque opérateur sur les marchés de chacun des pays, mais à un coefficient individuel pour chaque club. Ce coefficient est calculé sur 10 ans, donc dans des parcours européens. Il s'avère que l'Olympique Lyonnais a un très bon coefficient, c'est le deuxième en France. Donc c'est vrai que ça coïncide bien pour nous, dans la mesure où voilà, mais pour pouvoir en profiter pleinement, il faut passer les phases de poule. Voilà, donc ce sera un enjeu aussi sportif considérable de pouvoir se qualifier, parce qu'on a vu les chapeaux, ils sont déjà extrêmement relevés. Donc voilà, mais on peut imaginer que l'Olympique Lyonnais retrouve un niveau de rémunération plus proche de l'ordre de 50 millions d'euros que les autres années. Vous revenez en Ligue des Champions, vous êtes chapeau 3. Est-ce que dans ces cas-là, on y va un peu en tremblant à un tirage au sort? Est-ce qu'on y va un peu en tremblant à un tirage au sort? Ça fait 22 ans de suite que j'y vais, ça fait 22 ans de suite que je tremble, comme je tremble à tous les matchs, parce que, voilà, bon, je pense que...
Non, il y a eu une époque où on a été mieux classé, mais ceci étant, le football a eu une évolution qui est considérable. Bon, vous le savez, en plus en France, on est quand même très marqué par l'emprise du PSG sur les budgets. Bon, même si les grands journaux sportifs ne l'évoquent pas, mais le budget de notre concurrent principal est de l'ordre de 850 millions d'euros. Je peux le détailler s'il y a besoin. Bon, donc il faut déjà, pour se qualifier en Champions League, être meilleur que tous les autres, quoi. Donc voilà. Et puis après, en Champions League, il y a aussi Manchester City, Barcelone, Madrid. Bon, voilà, donc ça suppose que le modèle économique qu'on fabrique soit un modèle résistant. C'est ce à quoi on s'est attelé il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Je pense que les chiffres démontrent qu'on a atteint une partie de l'objectif du modèle économique, parce que ce n'est pas des fonds d'État ou des fonds, c'est des fonds que nous générons nous-mêmes par le centre de formation quand il fabrique un certain nombre de joueurs de talent, par des revenus de marketing et de sponsoring et par des performances sportives au travers d'un stade qui est une réussite sur le plan du modèle économique. Donc on a annoncé il y a quelques jours que le chiffre d'affaires de l'année écoulée était proche de 300 millions. Ce qui, bien sûr, intègre toutes les ventes de joueurs auxquelles vous avez fait référence, mais aussi entre 45 et 46 millions de billetterie dans le stade. Donc voilà, donc c'est aussi notre atout considérable, c'est qu'on a un modèle qui est résilient et qui va, d'année en année, nous permettre, si on se qualifie régulièrement dans les compétitions de Champions League, s'avérer extrêmement performant, alors que les autres modèles sont on va dire très, très ponctuels. Ils sont liés à des apports d'argent instantanés et c'est de l'argent virtuel, quoi, puisque c'est pas de l'argent qui est généré par les performances. Donc voilà, donc on est dans un dispositif où on est et ambitieux et content de ce qu'on a fait, mais on continue de bien gérer. Et dans la situation où on est, prendre des initiatives qui ne seraient pas cohérentes avec ce qu'on fait depuis 10 ans pourrait conduire à se retrouver dans la situation des plus fragiles. Bon, il y a quand même un certain nombre de clubs qui n'ont pas fait cette année les mercatos qu'ils souhaitaient, non pas parce qu'ils ne pouvaient pas le faire, mais parce qu'ils étaient empêchés de le faire, parce que leur situation économique n'était pas celle qui était souhaitée par les instances. Donc voilà, donc on va continuer de poursuivre et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va trembler, en particulier demain, au moment du tirage, parce qu'on aura 2 très gros, et puis peut-être 3. Bon, donc voilà. Mais ceci étant, on fait une équipe pour essayer de résister et de se qualifier. Président, juste une dernière question, justement, par rapport à quelle est votre réaction par rapport au huis clos que vous avez copé de la part de l'UEFA? Écoutez, il faut être pragmatique, c'est-à-dire que on a eu une première sanction à la suite du match de Beşiktaş qui était une exclusion avec sursis des Coupes d'Europe, donc on a eu très chaud. Là aussi, je rends hommage aux juristes qui sont allés se battre au TAS. On a fait tomber le sursis. Aujourd'hui, il y a eu à la suite du match contre le CSK un certain nombre à nouveau d'anomalies, mais qui étaient à l'extérieur du stade pour l'essentiel. On se prend une sanction qui est une sanction grave, mais qui n'a rien à voir avec l'exclusion de la compétition. Donc voilà, donc je pense que c'est un signal qu'il faut donner à nos supporters et aux gens qui sont autour, mais aussi aux gens qui gèrent la sécurité à l'intérieur de l'Olympique Lyonnais. Il faut qu'on en tire les conséquences, parce que cette fois-ci, ça va être très gênant. Je pense que tout le monde va prendre conscience, si on tombe contre Barcelone et que c'est à huis clos, que ça va être un immense gâchis. Mais il faut que ceux qui en ont la responsabilité l'assument. Bon, nous, on va se battre pour faire obtenir, on va faire appel, on va essayer de minorer les choses, mais je pense que voilà, la sanction est là et il faut l'assumer. On n'a sûrement pas été parfait. Voilà. Maintenant, est-ce que la sanction est trop dure? Probablement, par rapport aux faits qui ont été incriminés, en particulier pour le match de Moscou. Quel serait
Le manque à gagner? Un match, une billetterie sur un match de Champions League, c'est de l'ordre de 4 millions d'euros. Et vous avez bon espoir par rapport à l'appel Franchement, je ne sais pas parce que bon, l'UEFA est extrêmement strict. Et c'est vrai que l'appel au TAS gagné pour le sursis et l'exclusion a sûrement laissé des traces. Donc voilà. Mais est-ce que l'appel est suspensif? Non. L'appel n'est pas suspensif. Est-ce que le tirage au sort de la Ligue des Champions et l'identité du premier adversaire ici au Groupama Stadium vont avoir une incidence sur le process de votre part au niveau des appels? Non, parce que de toute façon, si on n'obtient pas gain de cause avant le premier match, ce sera le premier match qui sera à huis clos. Vous pensez que l'UEFA peut se permettre de mettre à huis clos un Lyon-Barcelone ou un Lyon-Real de Madrid J'espère que non. Non, je pense que voilà, non, mais ça va résider dans l'habileté de nos juristes. Oui. Vous aurez une réponse quand, président? Non, mais là, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'on ait le détail de la sanction. Pour le moment, on a uniquement la sentence. Donc on attend. Ils ont combien de jours pour nous l'envoyer? C'est pas défini. Et nous, on aura 5 jours pour faire appel à ce moment-là. L'UEFA est très... Le tirage au sort réduit le timing, non? Forcément. J'espère. Je vais avec, en principe, Vincent demain à l'UEFA, donc il y aura tous les dirigeants, on va en parler, mais moi j'en avais parlé longuement à Marchetti à Moscou, puisque je suis resté très longtemps avec eux, j'en avais parlé à Séphine, mais bon, eux ils disent... à l'intérieur de l'UEFA, le département sanctions, le département discipline est vraiment indépendant voilà. Donc on va se battre avec nos propres arguments, mais ce sera sûrement pas très facile. Okay. Voilà. Okay. Merci en tout cas à vous. Merci.